ou sinon de poser votre question par écrit par Teams. Il y aura Elsa Nourisson à la Cleantech Valley qui prendra la parole et relaiera vos questions à la fin des interventions. Donc, au niveau des intervenants aujourd'hui, nous avons 4 personnes. Donc, Christophe Tanguy, directeur général adjoint grand compte de la SOR. Geneviève Marais, qui est la PDG d'Aquatech Innovation. Jonathan Hérault, ingénieur en génie des procédés et environnement chez Chemdoc Water Technology. Et Olivier Sauzet, qui est premier vice-président de la communauté de communes de Pont-du-Gard et qui est maire aussi de la commune vers Pont-du-Gard. Donc, voici le sommaire. Donc, après une brève introduction de ma part, on va vraiment parler et rentrer dans le cœur des enjeux de la réutilisation des eaux usées traitées avec le nouveau contexte réglementaire. Donc, par Christophe Tanguy de la SOR, qui nous présentera aussi les opportunités pour les secteurs concernés de ce changement réglementaire. Ensuite, nous présenterons les technologies innovantes et les retours d'expérience par 2 anciens boostés de la Cleantech Valley qui sont Aquatech Innovation. Merci, et ce sera Geneviève Marais, la PDG, qui les présentera, et également Jonathan Hérault de Chemdoc Water Technology. Et enfin, on aura le témoignage d'une collectivité sur un projet qui est local de Réhut, en la personne d'Olivier Sauzet, donc le maire de Vers-Pont-du-Gard. Et à la fin, on aura encore un petit peu on s'est laissé un petit temps pour tout ce qui est questions-réponses et conclure. Alors, juste avant, je voulais juste, avant de laisser la parole à Christophe Tanguy, reposer le contexte. Aujourd'hui, c'est le 22 mars et c'est la journée mondiale de l'eau. Et à cette occasion, nous souhaitons, la Cleantech Valley, faire un focus sur la ressource eau et l'urgence à la préserver. On a noté l'été dernier, notamment dans le sud, dans notre région, des épisodes de sécheresse de plus en plus marqués et fréquents. Hier encore, dans l'actualité, le Midi Libre a publié un article où le préfet de l'Hérault tirait la sonnette d'alarme face au manque d'eau et indiquait que l'été, le prochain été et les suivants risquaient d'être compliqués et qu'il fallait donc y présenter son plan d'urgence eau pour préserver la ressource. Donc, il est vraiment nécessaire de repenser les usages et nos modes de consommation. Et l'une des pistes pour cela, c'est la réutilisation des eaux usées traitées, qui permet d'économiser la ressource en eau en évitant des prélèvements dans la nature et également en évitant l'utilisation de l'eau potable pour des usages qui n'en ont pas besoin. Donc, pour évoquer plus simplement et plus longuement les bénéfices de la REUT, je laisse la parole à Monsieur Tanguy, donc directeur général adjoint grand compte de la SOR. Merci beaucoup, Lauriane. Donc, effectivement, je crois qu'on peut tout de suite aller sur la slide suivante, puisque je pense que ça va illustrer très largement, effectivement, les propos que vous venez de tenir. J'ai 2 cartes à vous présenter, mais effectivement, on voit bien, on le vit. Alors, même s'il y a un côté extrêmement paradoxal, parce que au moment où nous parlons de sécheresse, et il faut juste avoir en tête que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, on a sur ce territoire métropolitain des territoires qui ont connu plutôt des inondations, ce qui montre bien qu'il y a quand même un paradoxe qui est en train de se créer. Si j'étais un peu provocateur, je dirais qu'on est en train de vivre aujourd'hui des climats tropicaux avec des zones qui sont capables d'être en inondation et pas très loin des zones qui sont en sécheresse extrême, comme on peut connaître d'ailleurs sur nos îles dans les dom-toms. Mais en tous les cas, c'est un état de fait. Progressivement, lentement ou pas, mais en tous les cas, on va vers des temps extrêmement compliqués qui nous obligent, nous, à nous positionner. Alors, si effectivement, aujourd'hui, et c'est aussi un message, je pense, important à faire passer, si aujourd'hui, on identifie qu'en France, on n'a que à peine 1% des eaux usées qui sont réutilisées. Ce n'est pas un sujet de technologie ou quoi que ce soit, puisqu'en fin de compte, ça fait quand même très longtemps qu'en France, on a eu et on a mis en place les premières unités de retraitement des eaux usées. Et pour
En l'occurrence, pour la SOR, ça fait désormais plus de 15 ans qu'on gère des installations sur la France métropolitaine en matière de réutilisation des eaux usées, plus particulièrement, effectivement, sur des îles, notamment, je pense à l'île de Ré et l'île de Noirmoutier. Et pour repositionner un petit peu, alors qu'on produit environ 11 millions de mètres cubes en Europe au niveau de SOR en eau réutilisée, seul 1,4 se fait en France, et vous en avez quasiment 8 qui se font en Espagne, ce qui corrobore bien les chiffres que l'on a jusqu'à présent. On peut passer rapidement peut-être sur la seconde, c'était sur la prochaine slide, voilà, c'était juste pour remettre aussi en perspective que si effectivement on a eu des mois d'août extrêmement compliqués, comme on peut le voir en 2022, en 2023 et probablement en 2024, il y a quand même des éléments nouveaux, c'est les arrêtés sécheresse tels qu'ils existent dans des périodes où on est censé ne pas entendre parler de sécheresse, à savoir les mois de janvier et de février. Et vous voyez qu'en février 2023, on était sur des territoires, et il y existait aujourd'hui environ 11 départements qui étaient en arrêté sécheresse. Et il ne vous a pas échappé qu'en 2024, on vit des situations extrêmement compliquées dans le sud-est de la France. Et vous venez de le rappeler, Lauriane, avec notamment l'Hérault et les Pyrénées-Orientales qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Alors, pourquoi c'est intéressant d'engager des démarches de réutilisation des eaux usées? Certes, et c'est important, il y a le sujet de la pression sur la ressource, mais c'est surtout que je considère, et nous considérons au niveau de l'entreprise, que derrière des projets des RUT, ce sont des vrais projets je dirais, d'embarquement territoriaux. Et ce sont de vrais projets fédérateurs qui permettent je dirais, de mobiliser autour d'une même thématique différents acteurs, et souvent des acteurs qui n'ont pas toujours l'habitude d'échanger les uns avec les autres, notamment quand on engage des projets de réutilisation des eaux usées territoriales. Je ferai le distinguo entre la réutilisation urbaine et la réutilisation territoriale. Et puis, ce sont des projets qui, bien évidemment, sont pertinents parce qu'au-delà de travailler sur une problématique de manque d'eau, elles amènent aussi à une réflexion plus globale de la gestion de l'eau sur l'ensemble d'un territoire et des différents usages de l'eau sur l'ensemble d'un territoire, en ayant quand même en arrière-plan tous les sujets de biodiversité, de débit d'étiage et autres. Donc, engager un projet de réutilisation des eaux usées issues des stations d'épuration. Ce sont des projets qui ont un gros avantage, celui de lancer et d'engager et de mettre autour de la table des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et donc ça fédère, et puis ça donne, je dirais, une lisibilité territoriale beaucoup plus grande. Et parmi les éléments fédérateurs, alors vous m'excuserez, mais pendant que je parlais, je m'apercevais qu'il me manquait des informations sur cette slide. Un projet REUT, c'est un projet qui effectivement met autour de la table, bien évidemment, des opérateurs comme l'entreprise, avec des partenaires, et on aura quelques, je pense, explications, notamment avec Kendoc, des partenaires qui peuvent aujourd'hui et qui amènent aujourd'hui des solutions, mais pas que. Il y a les usagers, il y a l'usage, il y a les organismes financiers, on en reparlera, et puis il y a surtout je dirais, les bureaux d'études qui n'apparaissent pas ici, mais ce que j'appelle moi les autorités compétentes qui vont accompagner la mise en œuvre d'un dossier. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc pour résumer, un enjeu et les enjeux des collectivités en matière de REUT, c'est de s'engager effectivement sur une démarche hydrique, préservation de la ressource, j'y reviendrai très rapidement par la suite, responsabiliser les usagers et les parties prenantes, et avec cette notion de solidarité territoriale, et puis c'est aussi préserver un capital eau, préserver une continuité de service, ou tout simplement préserver aussi une économie sur un territoire. Dernière slide pour cette partie-là. Je pense qu'il est important de rappeler que, et je pense que vous pouvez appuyer sur les petites flèches, puisque ça va compléter la slide, mais c'est que la réutilisation des eaux usées doit s'intégrer dans un projet beaucoup plus global de sobriété territoriale. Nous considérons que c'est un levier parmi d'autres leviers. Alors,
probablement pas les 53 du plan eau, mais en tout état de cause, il faut, quand on mène une réflexion sur la réutilisation des eaux usées, il faut vraiment avoir cette vision de territoire et de se dire que c'est probablement un levier parmi d'autres qui nous permettra, en tout état de cause, d'engager sur le territoire une vraie démarche de sobriété globale en matière d'économie d'eau et de préservation de la ressource. Alors, si on fait un petit point désormais sur la réglementation, donc je veux bien qu'on passe sur les slides suivantes. Voilà, donc vous avez aujourd'hui ce qui existe, hein, donc ça corrobore ce que je disais précédemment en disant qu'en fin de compte, le sujet de la réutilisation des eaux usées n'est pas un sujet nouveau, puisque comme vous pouvez le voir, il y a, je dirais, depuis plusieurs années, des textes qui progressivement sont venus encadrer ces sujets-là, avec ces dernières années différentes, je dirais, différentes assises, différents varènes qui ont été mis en place et qui progressivement ont constitué, consolidé l'environnement législatif sur ces sujets-là, avec une accélération en 2022, puis en 2023, dans la foulée des déclarations du plan eau en mars 2023, avec différents décrets qui sont sortis au mois d'août, au mois de décembre, à deux reprises, et vous pouvez rappuyer sur la petite flèche, Lauriane, un décret qui aujourd'hui est attendu, notamment pour les usages urbains, a priori pour la mi-2024. Si on rentre un peu dans le détail de ce que disent ces différents décrets, alors je ne suis pas un grand spécialiste, mais je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Nous avons ici ce qui existait jusqu'à présent. Sont arrivés, on peut appuyer sur les petites flèches, sont arrivés, hop, voilà, on continue, voilà, des décrets qui sont, non, non, c'est bon, vous pouvez y aller, bon. des décrets, voilà, des décrets qui ont du coup stoppé les décrets de 2010 qui existaient, puis de 2022, et on voit en 2024, on a vu tout à l'heure, je l'ai dit, au mois d'août puis au mois de décembre, des décrets qui sont arrivés et des arrêtés. Qu'est-ce qu'ils disent ou qu'est-ce qu'il concerne? Comme vous pouvez le voir, ça concerne l'utilisation notamment des espaces verts. Donc, vous voyez la façon dont ici, ces arrêtés, notamment du 14 décembre 2023, on redonne un cadre à ce qu'on appelle espace vert et à la réutilisation des eaux issues des stations d'épuration. Vous avez le décret d'août 2029 qui repositionne le rôle du guichet unique, notamment par rapport au dépôt d'autorisation des dossiers. J'y reviendrai parce que c'est pour moi un élément assez essentiel d'une démarche. Et puis, si je continue, vous avez un recadrage aussi avec l'arrêté du 18 décembre 2023 qui repositionne, je dirais, les différentes cultures qui sont en tous les cas concernées par les évolutions, je dirais, réglementaires en matière de réutilisation des eaux agricoles. Il est important de rappeler qu'à ce jour, en France, la réutilisation des eaux usées ne peut pas, je dirais, rentrer en compte dans le cadre de projets de production d'eau potable. À ce stade-là, ça n'est toujours pas autorisé. Si on rentre un petit peu dans le détail, et je veux bien que vous appuyiez sur la petite flèche, Lauriane, on voit que voilà, les arrêtés qui sont arrivés en 2023, donc suppriment effectivement l'arrêté de 2010, remodifient les différents niveaux de qualité sanitaire et les différents paramètres qui devront être suivis et qui seront suivis dans le cadre de ces nouveaux arrêtés, avec l'intégration d'autres indicateurs comme les coliphages et les bactériophages dans le cadre de ces différentes mesures. Slide suivante. Je veux bien que vous puissiez rappuyer sur là, voilà. Et donc, vous voyez ici les différentes, je dirais, des différents niveaux de qualité que tout le monde reconnaît, A, B, C, D, avec, je dirais, pour chaque qualité, là où on peut imaginer monter des projets. Vous voyez que quand on est en qualité A, ou en tous les cas plutôt quand on est en irrigation de culture vivrière crue, il faut absolument viser la qualité A. Quand on est en arrosage par aspersion, on va se situer entre A et B. Irrigation, fourrage, pâturage, B et C. Et puis D, quand on est dans les cultures industrielles de différentes semences. Ce que dit et ce qu'amènent aussi les différents décrets, c'est le fait que derrière certains niveaux de qualité qui pourraient être retenus et au regard de projets existants, on laisse la possibilité
de ne pas avoir à réintégrer ou redesigner, entre guillemets, les infrastructures qui ont été établies ou qui sont déjà existantes. Par contre, on incite fortement, enfin plus qu'inciter d'ailleurs, à mettre en place des barrières équivalentes avec des mesures préventives, dit autrement, des dispositifs qui font qu'on s'assure qu'on maintiendra, je dirais, le niveau de qualité et surtout qu'on évitera les problématiques de contamination, puisque quand on parle d'eau réutilisée issue des stations d'épuration, un des éléments sur lesquels, bien évidemment, les autorités sanitaires se penchent, et c'est bien normal, c'est le risque sanitaire qui est associé à l'utilisation ou à la réutilisation de ces différentes eaux. Et puis, un petit schéma pour terminer cette partie réglementaire, je veux bien, voilà. Vous voyez ici comment, alors on a essayé de restructurer, de modéliser un petit peu, je dirais, la façon dont les nouveaux décrets viennent s'appliquer et ce qu'on appelle les équivalents barrières. Bah, vous voyez la façon dont les choses se font selon qu'on soit en qualité A, B, C, D. Alors, vous voyez qu'effectivement, quand on est en qualité A, on n'a pas de barrière requise. Quand on est qualité B et qu'on veut maintenir malgré tout, je dirais, de l'irrigation des cultures dans notre exemple, eh ben, on va nous demander à ce moment-là de mettre en place des dispositifs de barrière. Et vous voyez que plus ma qualité initiale est entre guillemets faible, plus les équivalents barrières, eux, seront élevés pour pouvoir s'assurer que d'un point de vue purement, je dirais, sanitaire, on ne prend aucun risque. Alors, je sais, je suis passé un peu vite sur la partie probablement réglementaire, mais on pourra y revenir bien évidemment. Ce qui m'apporte, et pour moi, si je devais faire passer un message, c'est l'élément suivant. Donc, je veux bien, Lauriane, que vous puissiez avancer, c'est la partie étude. Si je devais schématiser un petit peu la façon dont un dossier se construit, et pour moi c'est assez fondamental, ou en tous les cas c'est le retour d'expérience que l'on a des nombreux dossiers que nous avons actuellement en cours, c'est que et je pense que ce sera corroboré par l'intervention de la collectivité qui est présente aujourd'hui à ce webinaire, c'est que lancer un projet REUT, en fin de compte, ça ne se fait pas sur un coup de tête. C'est pour moi une décision qui doit être mûrement réfléchie et qui doit devoir respecter des étapes extrêmement importantes. Ces étapes, elles sont importantes parce qu'elles vont conditionner la façon dont les autorités vont pouvoir valider la pertinence ou pas du dossier. Et donc la première étape, c'est clairement cette réflexion sur le cadrage des besoins, l'identification des cas d'usage qui vont être appliqués. Dit autrement, OK, on veut faire de la réutilisation des eaux usées. Point numéro un, est-ce que déjà on le peut? Dit autrement, est-ce que la station d'épuration telle qu'elle existe aujourd'hui, elle n'a pas un autre rôle vis-à-vis de la biodiversité? Je pense notamment au pillages. Et si, en tout état de cause, on a des mètres cubes disponibles, OK, on veut en faire quoi? C'est extrêmement important puisque ça va donner, je dirais, un cadre aux études qui devront être mises en place et réalisées par des bureaux d'études dont, et j'insiste fortement, dont c'est l'expertise. Pourquoi? Parce qu'une étude d'opportunité qui va viser à identifier quels sont les usages et à regrouper autour du projet l'ensemble des futurs utilisateurs, ça ne s'improvise pas et c'est avant tout une étude qui va valider et qui va faire une analyse de risque, définir clairement où se situent ou pas les risques de faire de la réutilisation des eaux usées, que ce soit pour des usages urbains, que ce soit pour nettoyer des bennes ordures ménagères, ou que ce soit pour, je dirais, de la culture. Et ce travail-là, c'est un travail minutieux qui prend du temps, mais qui doit être fait avec beaucoup, je dirais, de sérieux. Parce que ça va déterminer tout de suite les conditions de mise en œuvre, ça va déterminer les conditions de réussite, et ça donnera, ce qui est bien normal, aux différentes autorités, que ce soit la DTTM, l'ARS, le CODERTS, des éléments de jugement sur la pertinence du dossier, sur l'opérationnalité du dossier et sur le fait que différents risques seront inhibés dans la façon dont les choses se seront faites. Donc, on se pose les bonnes questions dès le départ, on
engage et on travaille avec les bons bureaux d'études, ceux qui ont une vraie expertise sur le sujet, pour mener correctement l'ensemble des études d'opportunité, de réaliser l'ensemble des études de préfaisabilité. Il faut avoir en tête que l'objectif, c'est de se dire, on sait qui, on sait comment, et l'ensemble des procédures qui seront mises en place pour la réutilisation de ces eaux usées prémunit qui que ce soit de tout risque sanitaire. Ça, c'est une première étape, ou ces deux premières étapes sont un premier stade qui sont extrêmement importants. Et puis, ensuite, une fois que l'ensemble de ces pièces ont été constituées, ben, on rentrera dans un cadre un peu plus technico-administratif, dont l'objectif sera de s'assurer auprès des autorités compétentes que le dossier est effectivement retenu, validé, et que, en l'occurrence, la collectivité peut engager la suite du projet, à savoir l'approfondissement du chiffrage et puis les technologies qui seront mises en place sur site, et puis ensuite la mise en œuvre du projet, à savoir la construction et la gestion, puisque tout à l'heure je parlais des mesures barrières. Là, en l'occurrence, c'est quelles sont les analyses, quels sont les cahiers de suivi qui seront mis en place, quels sont les prélèvements et les analyses associées aux prélèvements qui seront mis en place pour s'assurer, au travers de rapports, auprès rapports qui seront envoyés aux autorités, que tout se passe bien, que tout est sous contrôle et que tout risque est écarté. Donc voilà, donc réaliser et mettre en place une réutilisation des eaux usées, c'est quelque chose de vraiment important à faire sans se précipiter, avec, je dirais, des bureaux d'études, des sociétés qui vont monter les projets techniques, qui ont de l'expertise sur le sujet, tout simplement parce que ce sera des données constituantes d'un dossier qui seront remises et présentées aux collectivités de façon à pouvoir avoir le tampon qui valide la mise en œuvre de ce dossier. Dernier point sur ce point, sur cette partie du suivi d'études, il est important dès le départ d'embarquer autour de soi ces autorités compétentes, que ce soit l'ARS, le CODERTS, la DTTM, de façon à s'assurer que dès le départ, l'ensemble des points de vigilance sur lesquels nous pourrions être alertés seront bien pris en compte dans le cadre de ce dossier. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de deux types de réutilisation. C'est comme ça que nous les avons segmentés au niveau du groupe SOR. Ce que j'appelle, moi, la réutilisation des eaux urbaines et puis la réut territoriale, on peut avancer. Alors, si je devais faire le distinguo, pour moi, il y a deux distinguos entre entre les deux. Le premier, c'est que si révolution territoriale va offrir, d'un point de vue préservation de la ressource et autres, il doit y avoir un micro, et, va, Ouais. un problème de son. Ça va mieux? Oui, ça va mieux. On a eu un petit problème de Oui, son. Si vous pouvez reprendre sur, du coup, voilà, donc va offrir au niveau en tant que tel, territorial. voilà, va offrir les volumes les plus importants, donc l'impact sur la ressource le plus important. Mais je considère que la route urbaine, qui est un premier stade pour aller plus loin avec une réute territoriale, offre, me semble-t-il, moins un deuxième avantage, c'est de ne plus avoir à utiliser de l'eau potable pour des usages qui ne nécessitent pas la qualité d'eau potable. Donc aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'effectivement, nettoyer des réseaux d'eau usée, des rues, des bonnes à ordures ménagères avec de l'eau potable n'est peut-être pas totalement sensé quand on est dans des situations extrêmement compliquées comme on peut le vivre aujourd'hui. C'est pour ça que les deux ont des approches différentes, vivent ou vont amener en tous les cas à un travail sur la préservation de la ressource. Mais comme je le disais en introduction, je me positionne toujours par rapport à une vision territoriale de préservation et de sobriété. Et c'est pour ça que la réutilisation des eaux usées d'un point de vue urbain peut avoir un vrai sens, non pas uniquement sur la ressource, mais aussi par le fait qu'on ne va plus utiliser d'eau potable pour des usages qui ne nécessitent pas. Donc, un projet de réutilisation des eaux usées en urbain, c'est tout simplement de se dire que les rues ne seront plus nettoyées avec de l'eau potable, que les bernes à ordures ménagères ne seront plus nettoyées avec de l'eau potable, que l'eau utilisée dans les camions hydrocureurs ne seront plus des eaux issues du réseau d'eau potable. C'est un ensemble d'activités dites urbaines qui vient substituer de l'eau potable avec ces eaux réutilisées. Pour la réut territoriale, on est
peu près sur le même registre, hein, probablement avec des installations beaucoup plus grandes et des conceptions beaucoup plus importantes, mais avec des volumes en jeu qui seront beaucoup plus larges, dans lesquels on embarquera probablement des pépiniéristes, des agriculteurs, etc. Alors, vous avez ici, et je ne resterai pas très longtemps puisque derrière moi, d'autres personnes vont intervenir. On a essayé de travailler sur se focuser sur la partie urbaine, en essayant de proposer des solutions les plus simples possibles pour les collectivités qui souhaiteraient aujourd'hui se lancer dans des réutilisations des eaux urbaines, avec des petits skids, comme vous voyez, ces petites unités qu'on appelle mobiles. Alors, soyons très précis, cet équipement ne fait pas tout, puisqu'il faut réfléchir à la connexion sur la station d'épuration, il faut réfléchir à la connexion pour la mise en œuvre, je dirais, un stockage intermédiaire pour que les équipements qui viendraient utiliser et chercher de l'eau qui a été traitée pour réutilisation puissent être conservés dans les bonnes conditions, c'est-à-dire avec de la chloration. Mais là, vous avez le principe simple de filtration, de traitement UV qui permet tout de suite de pouvoir conduire, je dirais, à la production d'eau réutilisable dans le cadre de, je dirais, d'un projet de réhute urbaine. Alors, bien évidemment, je vais faire un peu de publicité pour le groupe SOR. Aujourd'hui, les solutions qu'on propose, nous, ce sont des solutions qui sont réalisées avec notre division industrie, qui a aujourd'hui le gros avantage, c'est d'avoir ses propres sites de fabrication et de construction des unités mobiles, ce qui fait que ça nous offre de la souplesse dans la maîtrise des coûts de production. On a vu que l'inflation aujourd'hui pouvait jouer de très mauvais tours à l'ensemble des acteurs d'une façon globale du monde économique, mais aussi dans le domaine de l'eau, ce qui nous permet d'offrir des solutions sur mesure, mais pour lesquelles on a la maîtrise de la fabrication, ainsi que des délais de réalisation, même s'il y a toujours des équipements qui sont toujours un petit peu, je dirais, en limite et en rupture. Je pense notamment à la production des UV, qui sont un élément essentiel du traitement en matière de réutilisation des eaux usées. Donc voilà, donc on arrive aujourd'hui à avoir des délais de raccourcis. On a travaillé à la standardisation d'équipements pour pouvoir gagner du temps et surtout offrir, je dirais, aux collectivités qui seraient désireuses d'utiliser ce type d'équipement, ce que je considère, moi, comme étant des coûts d'investissement. On peut même imaginer aujourd'hui, après, des solutions aussi de location, puisque même si on peut imaginer que demain, la réutilisation des usines ne doit pas être uniquement et ne doit pas se faire uniquement sur les périodes printemps-été, probablement tout le temps, puisque c'est tous les jours qu'il va falloir désormais être vigilant quant aux consommations d'eau. La location peut être aussi un levier possible pour des collectivités qui auraient des difficultés à investir. Une démarche intégrée dans notre proposition, c'est-à-dire que nous, on se propose de pouvoir accompagner la collectivité et d'avoir ce pilotage global qui va de l'étape numéro 1 au point de cadrage jusqu'à la mise en œuvre et l'exploitation des différentes installations, en passant par le montage avec des bureaux d'études qu'on a sélectionnés, une dizaine au niveau national, dont on a la garantie de l'expertise en matière d'études associées à la réhute, pour pouvoir offrir à la collectivité, je dirais, étape par étape, un dossier clé en main. Et puis, un dernier point sur lequel je voulais intervenir, voilà, ce sont les aides et financements. On peut passer sur la slide. C'est qu'aujourd'hui, que ce soit, et notamment pour des études, et par retour d'expérience en tous les cas, et c'est une discussion qu'on a eue avec effectivement le CEREMA, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde entre les aides des agences de l'eau, sachant que chaque agence de l'eau en France va avoir des approches un petit peu différentes et des montants différents, les régions, les départements, voire selon les projets, l'Europe, une étude, donc ces fameuses études qui définissent le cadre et la façon dont les choses vont se faire, peuvent monter jusqu'à 90% de subventions. Quand il s'agit des travaux, on peut monter à 50, 70%. Ça dépend là aussi des agences de l'eau, ça dépend du contenu du projet et du périmètre du projet. Voilà. Et juste pour vous signaler que
effectivement, 2023, au regard de ce qui se passe aujourd'hui et les annonces, on a une accélération de l'ensemble des dossiers de demande, ce qui montre bien que le sujet de la réutilisation des eaux usées est un sujet pertinent et qui parle aux collectivités. Et donc, on voit s'offrir très rapidement, de façon assez claire, en tous les cas, cette accélération des études. Voilà, j'en ai terminé pour moi. Je pense que je suis à peu près dans le timing. Oui, ça c'est. Merci beaucoup, Monsieur Tanguy. Est-ce qu'il y a Je des vous en prie. questions, Elsa? C'était très rapide. Alors, Je pas de sais. question pour l'instant. Il y a juste une remarque qu'on n'a pas abordée dans la partie réglementaire, le décret 2024 sur l'industrie agro. Est-ce qu'il y a une réaction là-dessus? Alors oui, effectivement, je n'en ai pas parlé parce que je suis parti du principe que la grande majorité du public était plutôt collectivité, mais ça, effectivement, des éléments sont arrivés, alors fortement poussés par l'industrie agroalimentaire, hein, puisque ça fait maintenant. Si je devais résumer, en fin de compte, techniquement, le sujet de la réutilisation des eaux usées n'est pas un sujet. Techniquement, je pense que la directrice générale d'Aquatech en parlera, les gens de Kendoc en parlera. Aujourd'hui, notre problématique, elle est la préservation du risque, ce que je peux comprendre et ce qui s'entend totalement quand on parle d'eau, réutilisation, etc., et du risque sanitaire, mais techniquement, ce n'est pas un sujet. Et les industriels, aujourd'hui, on le voit dans tous les domaines, il y a une accélération des demandes de la part de l'industrie, y compris de l'industrie agroalimentaire, pour justement favoriser le recyclage à l'intérieur des sites de production et du coup les aider à avoir une vraie économie par rapport au prélèvement, à la ressource. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai basculement de mindset et d'acceptation, et ce n'est pas typiquement un sujet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Elsa? Eh bien, non, pas plus. Ah, pour ce qui est des bureaux d'études spécialisés, plus précisément, quel type d'études sont nécessaires à la réalisation d'un projet REUT? Alors, vous avez, si le projet de REUT est un projet territorial, c'est-à-dire qu'on va embarquer des pépiniéristes, des agriculteurs, donc il va falloir commencer par une étude d'opportunité et qui va, de façon très claire, définir sur le territoire qui va être intéressé, quels sont les volumes en jeu, de façon à avoir un cadre très, très, très large. Et une fois que cette étude d'opportunité aura été réalisée, on basculera à ce moment-là sur ce qu'on appelle une étude de préfaisabilité. L'étude de préfaisabilité va rentrer beaucoup plus dans le détail de ce qu'il faudra mettre en place, beaucoup plus dans le détail de l'analyse des risques, c'est-à-dire la définition que l'ensemble des procédés, des procédures, des pratiques par les différents futurs utilisateurs des eaux usées retraitées sont cohérentes au regard du risque sanitaire potentiel. Si vous voulez faire uniquement une réutilisation des eaux urbaines, c'est-à-dire avec un cadrage déjà beaucoup plus clair et beaucoup plus simple du besoin, on peut se permettre de basculer directement sur une étude de préfaisabilité qui sera toujours cette même analyse de risque pour s'assurer que toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y ait aucun risque de contamination sanitaire. Donc vous avez deux risques, alors soyons très clairs, deux patents différents. Étude territoriale, il faut aujourd'hui, je pense, compter, allez, je vais être un peu large, mais au moins entre 1 an et 2 ans. Une étude urbaine pour laquelle on a des idées assez claires du périmètre sur lequel ça va se faire et des usages sur lesquels ça va se faire. On va plutôt être sur les 8 à 12 mois. Quand je dis ça, j'intègre toute la partie démarche administrative et autorisation. Merci beaucoup. On va passer maintenant la parole à Geneviève Marais pour les technologies innovantes et les retours d'expérience. Tout à fait. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Donc, Aquatech est une start-up de la Green Tech. On est engagé sur la protection de la ressource en eau et on est basé, pour information, à Montpellier. Donc, nous avons une proposition de valeur en 4 temps pour prendre le relais sur M. Tanguy. En effet, nous sommes concentrés sur des solutions qui s'adressent à des professionnels. Quand je dis professionnels, ça peut être bien sûr public ou privé, mais en tous les cas, des gens qui ont une activité et on agit en fait après le compteur d'alimentation d'eau.
On a une proposition de valeur qui va être en 4 temps, qui va consister à répondre à proposer une réponse complète sur l'ensemble du cycle de l'eau de nos professionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà des solutions de collecte, que je vais détailler tout à l'heure, le traitement qui va consister à se mettre dans son obligation d'assainissement, pas trop de sujets d'aujourd'hui, mais je ferai un court passage, les solutions de recyclage et toute la gestion de données qui est liée, puisqu'il faut le savoir, chez Aquatech, en fait, on a 2 compétences en interne, c'est à la fois des ingénieurs de l'eau et à la fois des ingénieurs informatiques. Nos solutions et nos produits que nous montons en atelier, en fait, sont totalement basés sur le même modèle, un assemblage technologique qui est associé à une unité de gestion électronique qui va permettre de réguler les flux afin que la solution aboutisse à une qualité d'eau qui convienne à la réglementation et à son usage. Donc, on va passer sur la slide suivante, si vous voulez bien. Je vais commencer par les solutions de collecte. Donc, pour la collecte, on va avoir une réponse qui va consister à aller chercher les eaux usées où qu'elles se trouvent. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que nos solutions s'adressent principalement à l'industrie touristique, c'est-à-dire que les acteurs tels que des campings, des hôtels, qui sont très souvent des lieux très contraints et où des solutions traditionnelles comme des réseaux gravitaires ne pourraient pas s'appliquer. Si vous prenez à l'échelle du port sur la petite photo du bas, on le voit là, l'enjeu est d'aller chercher les eaux usées à bord des bateaux. Donc, dans ces cas-là, nos solutions, elles empêchent quoi? Elles empêchent l'empreinte environnementale. On est d'accord que les bateaux, au lieu de rejeter sur le bord du littoral, avec ce système de réseau, nous allons pouvoir remettre les eaux usées dans le réseau de ville. En slide suivante, on va le voir sur un camping. L'enjeu a été de pouvoir répondre à cette problématique que le camping a rencontrée. C'est que le niveau de la mer est monté et il était dans l'obligation de démonter tous ces réseaux. Notre solution de collecte permet d'aller chercher toutes ces eaux usées sous chacun des mobil-homes actuellement. Ensuite, la solution d'assainissement. Donc, notre enjeu a été de pouvoir répondre à des contraintes fortes, comme la photo du haut, il s'agit du port du Cap d'Agde. En slide suivante, on va le voir en plus grand. L'enjeu était de pouvoir répondre à une problématique pour le port du Cap d'Agde, il ne pouvait pas se raccorder à du réseau de la ville, puisqu'on était à côté de fonciers privés. Et donc, avec notre station d'épuration flottante, sur laquelle nous avons un brevet de déposer, on peut rejeter dans le milieu portuaire avec la qualité d'eau qui convient pour la réglementation. Il faut peut-être lui préciser que son micro a été coupé. Voilà, là vous m'entendez? Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ok, Oui, c'est ça bon. va. Donc, en slide suivante, s'il vous plaît, je vais m'attarder sur les solutions de recyclage. Donc, les solutions de recyclage, on va avoir plusieurs produits actuellement que l'on va faire évoluer avec cette réglementation qui va être là avec le nouveau décret qui doit sortir pour juillet 2024. On a un premier produit qui s'appelle l'Aquagreen qui, sur la slide suivante, permet tout simplement, pour résumer le mot, de récupérer les eaux grises pour, après traitement, les utiliser pour les arrosages d'espaces verts. On le voit sur la slide suivante, on est sur un usage en camping, bien entendu, où on va venir traiter ces eaux usées grises. J'insiste sur le mot grise, on n'est pas dans le cas de tout à l'heure où il y a les noires et les grises, là on est sur les douches et les lavabos principalement. Et on va pouvoir optimiser cette consommation d'eau pour qu'une fois traitement fait, on arrose et on disperse sur tout le camping. Ensuite, en slide suivante, vous allez avoir l'une de nos solutions phares qui s'appelle l'Aquapool, qui est une solution qui est appliquée pour les espaces aquatiques qui accueillent du public. Donc, autant piscine municipale que dans les campings, par exemple, mais vous avez les grands centres aquatiques également. On va avoir besoin de cette solution pour économiser les volumes d'eau qui sont utilisés sur l'espace, le temps de rinçage de filtres. En slide suivante, on le voit que notre solution s'intègre au niveau des locaux techniques. Au moment du lavage de filtres, au lieu que ces eaux de lavage soient évacuées vers le réseau d'eau usée, on va la faire revenir sur une cuve de stockage qui va ensuite alimenter notre aquapool, qui va opérer son traitement et pouvoir alimenter à nouveau le bassin aquatique. On économise à peu près ainsi 80% de ces eaux qui sont d'habitude rejetées. Donc ce sont de très très gros volumes d'eau, comme on le voit sur le camping de l'Espiguette, par exemple. On va parler sur des espaces aquatiques. Moi, je rencontre régulièrement des consommations de 10-15 mètres cubes d'eau par jour, mais ça peut aller jusqu'à 100 mètres cubes pour les dernières installations que nous sommes en train de faire. Donc, on est sur des très, très gros volumes d'eau. En slide suivante, on va avoir la solution qui va s'adresser
Alors là, c'est un autre exemple sur l'Atlantique, c'était pour vous en montrer deux. Mais on va avoir sur la slide suivante notre solution qui va s'adresser pour l'approvisionnement dans les chasses d'eau. Notre solution s'appelle l'AquaFlush. Elle va être à partir du mois de juillet mutualisée avec l'AquaGreen parce que l'enjeu va être de récupérer les eaux de douche et de lavabo de la même manière, de les traiter, d'alimenter les chasses d'eau et l'excédent d'eau va permettre d'arroser les espaces verts comme je l'ai évoqué tout à l'heure. On va être sur les premières mises en place que l'on va faire sur cet été prochain, dans des campings principalement, pour après commercialiser la solution en plus grande ouverture. Notre travail à nous consiste de toujours faire évoluer nos produits au fur et à mesure que la réglementation évolue. Mais comme tout à l'heure, ça a bien été expliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail sur cet aspect réglementaire. À savoir que l'usage des eaux non conventionnelles telles que celle-ci, les grises, va se formaliser, va permettre de plus en plus de choses pour faire vraiment de grosses économies d'eau au niveau de ces acteurs du tourisme. En slide suivante, je vais finir par la présentation de notre solution digitale qui va consister à mettre le digital au service de l'eau, c'est-à-dire que donner aux professionnels vraiment d'avoir un outil de pilotage en termes de consommation d'eau. En slide suivante, vous allez le voir, c'est un outil qui est dédié métier, qui va vous permettre de piloter les solutions, c'est-à-dire que piloter tout ce qui est les produits qui concernent l'eau sur un camping, sur un port ou sur une autre infrastructure, et qui va permettre d'alerter, bien entendu, de monitorer et de pouvoir prédire ses consommations et du coup optimiser les solutions à mettre en place. En slide suivante, on le voit par l'écran que l'on a, c'est-à-dire qu'on rentre dans le détail, on est capable d'aller suivre les consommations au mobil-home ou ça serait au bateau et de pouvoir agir, de donner la latitude aux professionnels pour pouvoir avoir son niveau d'analyse qu'il veut avec des alertes qui sont dédiées sur des compteurs spécifiques. Ce que j'appelle une analyse dédiée, ça va peut-être être l'alerte, elle aura besoin d'être le compteur A moins le compteur B va donner une valeur C, et c'est celle-ci qui doit générer une alerte. On se défend de ne pas être un outil de remontée de données uniquement. Notre outil a été pensé pour être un véritable outil de pilotage et de pouvoir agir concrètement sur la ressource en eau. Par cette dernière slide, en fait, on présente très clairement que notre action va permettre d'intervenir sur l'ensemble du cycle de l'eau de nos professionnels. Ils vont pouvoir choisir, suivant le stade où ils en sont au niveau de leur plan de développement, ça peut être autant sur la recherche de fuite avec l'outil digital, comme ça peut être, comme on l'a vu, la collecte, le traitement ou se concentrer que sur la reuse. Mais l'enjeu est de redonner aux professionnels des moyens d'action pour pouvoir économiser la ressource. Avec, je le rappelle, le moyen aussi de pouvoir agir sur le touriste qui, chez lui, on le rappelle, quand il est en vacances, consomme beaucoup plus qu'à la maison. Avec une solution digitale, il va pouvoir aller jusqu'à sensibiliser le touriste en le mobilisant sur toutes les solutions en place dans les campings ou dans le port ou d'autres solutions appliquées. Une dernière slide pour conclure. On est soutenu sur le territoire, évidemment, par la région Occitanie, bien entendu. On est accompagné, entre autres, par la Cleantech Valley depuis plusieurs années. Et nous sommes labellisés par le ministère de la Transition écologique, tout en sachant que nous sommes une entreprise innovante reconnue par le ministère de l'Économie et nous participons à tous ces programmes d'expérimentation, puisque nous sommes reconnus dans notre programme de recherche. Dernier mot sur notre valeur RSE très importante, puisque nous sommes engagés auprès de l'OFB avec notre démarche à impact, qui du coup est présent sur toute notre chaîne de valeur, à savoir que nos produits sont ajustés pour avoir une vraie réponse par rapport à l'eau et non pas avec un problème déporté. Merci pour votre écoute et à dispo pour les questions. Lauriane, on ne t'entend pas. Tu remets ton micro. Oui, je demandais s'il y avait des questions. Tu m'entends? Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions ou on passe directement à... Pardon, oui, non, il n'y a pas de questions. Il y a un témoignage sur la commune de Verfeuille et la réponse à la précédente question pour Christophe Tanguy. D'accord. Bon, bah alors on va peut-être enchaîner et s'il y a d'autres questions, on pourra rebondir après la présentation de Jonathan Hérault de Chemdoc, du coup, directement. Voilà, donc je laisse la parole à Jonathan. Ouais, bonjour à tous. D'abord, merci pour le temps de parole qui nous est accordé aujourd'hui. Donc moi, je suis chef de projet sur les sujets régaux, sur les sujets de traitage d'eau.
industriels ou pour des collectivités. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des solutions pour l'eau durable. Donc quelques mots rapides sur Chemdoc. Donc Chemdoc, on est un équipementier du traitement de l'eau. C'est qu'on propose des solutions clés en main à nos clients sur des installations qui vont jusqu'à 100 mètres cubes de production. Donc notre cœur de métier, c'est plutôt historiquement sur l'industrie, donc la production d'eau process, d'eau utilité, d'eau ingrédients, et également sur l'eau potable. Et donc depuis quelques années, on développe des solutions de recyclage avancé en industrie, également des solutions de recyclage d'eau usée traitée pour les industries et les collectivités, également des sujets de recyclage eau grise sur du tertiaire, sur des bâtiments par exemple. On peut passer à la diapo suivante, Lauriane. Donc, quelques mots rapides sur nos technologies. Donc, c'est principalement des technologies de filtration membranaire. Donc, on passe par de l'ultrafiltration pour des traitements de la potabilisation, de l'osmose inverse ou de la nanofiltration pour faire de la déminéralisation ou alors de l'élimination de micropolluants, de polluants dissous, de la matière organique dissoute. Également des procédés d'échange d'ions, donc sur des résines, pour de la déminée, pour de l'adoucissement ou de la décarbo. Également quelques procédés électrochimiques, donc de l'électrodéionisation pour la production d'eau ultra pure, également de la production d'oxydants par voie électrochimique. Alors, quelques-unes de nos références, donc on intervient sur tous les secteurs d'activité dans l'industrie, dans l'agroalimentaire, dans la pharma, dans la cosmétique. On travaille également pour des traiteurs d'eau, donc notamment la SOR, qui nous a cité tout à l'heure, M. Tami qui est présent. Également pour des collectivités, donc la Régie des eaux de Montpellier, entre autres, ou alors cet Agropole. Alors, concernant donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, donc les sujets reuse et reuse dans l'eau, donc nous, Chemdoc, on intervient depuis plus d'une dizaine d'années sur ce type de problématique. Donc historiquement, c'est une décision d'accompagner au mieux nos clients pour leur proposer des solutions pour économiser l'eau sur leurs usines, optimiser les process, donc qui passent par des phases d'économie d'eau, et également optimiser les consommations de réactifs. Donc dans cette optique-là, on a eu plusieurs références acquises ces dernières années sur des sujets reuse, donc notamment du reuse sur des cycles chaufferie, sur des chaudières. On sait que, par exemple, sur ce projet qui est présent sur la slide, on vient recycler des condensats issus des fumées de combustion d'une biomasse pour reproduire de l'eau compatible avec une alimentation de chaudière. Également des sujets reuse sur des sorties step pour refaire de l'eau process, donc pour alimenter le process du client ou les utilités sur l'usine. Du reuse pour de l'alimentation de tours de refroidissement, donc de TAR, soit sur des sorties stations, soit par exemple dans ce cas de figure sur une réutilisation d'eau pluviale traitée. Donc là, c'est une installation qui est en Guyane pour EDF. Et puis Chemdoc, on a également déposé des brevets comme le brevet Régicycle, donc qui consiste à recycler des saumures, donc traiter les sels, récupérer une partie des saumures pour les réutiliser typiquement sur les adoucisseurs pour faire des phases de régénération. Donc ces solutions conduisent à une économie en sel de l'ordre de 65%, également une économie d'eau lors des phases de génération. Et puis plus récemment, on a un nouveau brevet en cours de dépôt qui s'appelle NanoSelect. Donc c'est une solution innovante de filtration membranaire pour avoir une filtration sélective des espèces présentes dans une eau. Donc c'est un procédé qui est notamment très intéressant sur des sujets avec des intrusions d'eau saline. Concernant la méthodologie des projets reuse, donc on a développé depuis plusieurs années une technique, donc ça passe par une phase de mapping site, où c'est qu'on va venir trouver en gros les gisements disponibles sur les sites, donc soit des eaux sorties step, des eaux sorties process, cibler les besoins, donc les utilités, les process, et ensuite on vient établir un ratio coût-bénéfice et faisabilité. Suivant cette phase de mapping, on peut être amené à tester la pré-faisabilité des projets. La slide est passée.
du coup, sur nos unités mobiles d'essais pilotes, donc on va... Du coup, je finis juste sur cette slide rapidement. Donc, les essais pilotes permettent d'apporter des certitudes techniques donc sur les applications, sur la qualité d'eau qu'on arrive à produire avec nos installations mobiles, permettent d'amener des validations des coûts d'installation, donc des coûts d'installation de nos équipements, et également des coûts opératoires, donc consommation d'énergie, besoin à la chimique. Donc, vous avez à l'écran quelques images d'installation pilote qu'on déploie chez nos clients pour traiter, pour recycler les eaux à l'échelle pilote. Là, je vais faire un rapide zoom sur le projet RIWA. Donc, c'est un projet LIFE qui a été gagné par la Régie des eaux de Montpellier en collaboration avec l'Institut européen des membranes et le bureau d'études TV2E. Donc, c'est une unité mobile qui permet de produire différentes qualités d'eau selon la réglementation sur la réutilisation des eaux usées traitées pour répondre aux différents besoins. Donc, par exemple, du nettoyage de voirie, de la lutte contre l'incendie ou alors de l'irrigation d'espaces verts. Donc, dans cette installation, il y a différentes technologies qui ont été installées pour arriver à atteindre les qualités d'eau souhaitées. Donc, on a de l'osmose inverse, de la nanofiltration, de l'ultrafiltration, de la microfiltration plus également de l'électrochloration pour une désinfection rémanente sur les eaux traitées. Donc, le twist de ce projet, c'est que c'est une installation qui est mobile, donc qui a pour vocation de tourner sur plusieurs stations d'épuration de Montpellier, et en gros de mutualiser une seule installation pour produire différentes qualités d'eau sur différents sites. Donc, une installation qui a plusieurs usages. Et ensuite, un rapide mot donc, sur le projet Life Zeus. Donc là, c'est également un projet Life cofinancé par l'Europe qui a été gagné par Chemdoc en collaboration avec Industriel Monnaie, l'INSA Toulouse et l'Office international de l'eau. Et donc, sur ce projet, on a 3 objectifs qui vont être atteints. Donc, le premier objectif, c'est de séparer les saumures, donc les saumures issues des adoucisseurs, qui posent un problème sur la filière de recyclage, qui rend impossible le recyclage des effluents. Donc, pour ça, on a déployé le procédé Régecycle pour concentrer les saumures et les recycler, donc une valorisation en interne. Une valorisation externe, donc de la charge organique qu'on vient concentrer sur le procédé de recyclage qu'on a déployé, et ensuite une réutilisation de l'eau recyclée sur l'usine pour baisser les consommations du site. Donc c'est le premier recyclage zéro rejet dans l'agroalimentaire. On a eu une France expérimentation pour faire ce projet. Et avant d'envoyer l'eau sur le réseau de l'usine, il y a une phase de qualification qui passe par une validation laboratoire de la qualité de l'eau qui a été produite avant réutilisation. Et donc, quelques slides du projet. Donc, c'est un projet qui va être mis en service courant mai-juin 2024, donc très bientôt. Donc là, on peut voir des photos de l'installation. Donc, c'est sur l'agroalimentaire. Donc, c'est un projet qui respecte le standard CE 1935 avec des installations en inox. Donc, voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Elsa, est-ce qu'il y a des questions dans le chat pour Jonathan Hérault ou Geneviève Marie? Rien de nouveau. D'accord. Bon, alors à ce moment-là, comme il reste peu de temps, on va enchaîner directement avec Olivier Sauzet pour son témoignage au niveau d'un projet local de Réut. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je ne suis pas un technicien, je me présente. Donc, je suis Olivier Sauzet, je suis maire du Vert-Pont-du-Gard depuis 2014 et premier vice-président de la communauté de communes du Pont-du-Gard, qui est membre fondateur de la Cleantech Valley. Pour des Vert-Pont-du-Gard, je fais partie d'une génération tout d'abord où on ne comptait pas l'eau pour des raisons d'éducation et puis des raisons de lieu, puisque Vert en latin veut dire trou d'eau. Donc ça veut dire que toute notre commune est sur une nappe d'eau avec le Gardon à côté. Donc cette culture d'économie d'eau nous est venue vraiment sur le tard.
Et l'exemple de la réhabilitation des anciennes lagunes de la station d'épuration de Vers-Pont-du-Gard est un exemple concret du changement des mentalités que nous devons faire, nous tous, aussi bien les élus que les administrés. On s'est retrouvé donc en 2013 avec une station d'épuration composée de 3 lagunes qui ne se trouvaient plus aux normes. Et donc nous sommes raccordés à une station d'épuration intercommunale de Romoulin en 2022. Et nous n'avions pas du tout pensé à ce que nous allions refaire de nos anciennes lagunes qui représentent une capacité de stockage de 15 à 20 000 mètres cubes sur un terrain argileux, ça veut dire très étanche. Il s'est avéré qu'en août 2022, pendant la sécheresse, j'ai vu, lorsqu'on a été raccordé à Romoulin, donc j'ai vu mes agriculteurs mettre des petites pompes de prélèvement dans nos lagunes existantes pour arroser leur terre agricole, leurs oignons, et on s'est rendu compte que donc en fait qu'il y avait un vrai besoin puisque le changement climatique était là. Donc on a commencé à s'intéresser, donc j'ai commencé à faire des premières approches avec l'ARS qui nous a expliqué que on ne pouvait pas arroser, comme disaient si bien les techniciens précédents, on ne pouvait pas arroser n'importe comment avec n'importe quoi. Donc on a commencé à y réfléchir. Alors on a la chance d'être dans un territoire où on a beaucoup de partenaires, j'en parlerai sur la fin, qui peuvent nous aider. Et donc on a commencé à s'intéresser à ce sujet-là. Et puis, il est sorti un appel à manifestation d'intérêt de l'agence de l'eau où justement, il recensait tous les projets de réutilisation possibles pour les territoires. Et alors, le but de cette appel à manifestation d'intérêt, c'était surtout de ne pas créer de nouveaux usages. Donc, je crois qu'on a été trois projets retenus dans le Gard, 2 dans le nord du département et la commune de Vers, pour pouvoir faire l'étude d'opportunité. Donc nous sommes uniquement là au début de l'histoire, c'est-à-dire que c'est une étude d'opportunité, c'est-à-dire qu'on a missionné, pour ne pas les nommer, BRL Engineering. C'est pour ça que quand le directeur de la SOR nous parlait de choisir un bon bureau d'études, c'est vrai, il faut se poser la question de l'étude d'opportunité et partir à les bons partenaires. Donc, mais bon, nous, on a été bien aidés là-dessus. Donc, on est au début de l'histoire, là, et on va essayer donc de trouver qu'est-ce qu'on peut faire de ces 3 bassins, puisque ces bassins sont remplis d'eau. Est-ce qu'on doit les ralimenter avec nos eaux pluviales? Est-ce qu'on doit les ralimenter avec l'eau qui viennent de la commune? En fait, c'est tous ces sujets-là, on est au début de l'histoire, là. Donc, on est clair qu'aussi, il y a un modèle économique qu'il faut mettre en place. Il y a une partie technique, économique. Et aussi, le problème, c'est que, comme on dit, on va vers des situations où la sécheresse et le changement climatique est fort. Donc, sur la commune, on a une politique forte en termes de panneaux photovoltaïques, tous nos bâtiments. Donc, on a un partenaire. Et ce partenaire, donc, on l'a mis dans l'étude aussi. Et il va essayer de nous trouver des solutions pour pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques pour éviter le problème d'évaporation en période de sécheresse. Parce qu'on a des périodes de fortes pluies, mais le problème, c'est qu'il faut arriver à pouvoir conserver cette eau pour les mois où on en a besoin. Voilà. Alors, les différentes pistes qu'on a trouvées, qu'on a imaginées, au départ, on avait même imaginé, nous les élus, faire un bassin, un parc pour pouvoir se baigner, mais cette idée a été abandonnée tout de suite. Par contre, donc nos agriculteurs, notre cave coopérative, enfin du classique, les agriculteurs, cave coopérative, déboucher nos réseaux d'eau dans la commune lorsqu'ils sont bouchés, puisque notre partenaire, c'est la SOR qui s'occupe de notre réseau d'eau, aussi bien pluvial, potable et d'eau usée. Et c'est vrai que lorsqu'il faut déboucher des tuyaux, il faut, en période de sécheresse, il faut quand même de l'eau. Nos terrains de foot, nos espaces verts, tout ça, c'est des choses qui
qui nous ont paru évidents. On a aussi une caractéristique à Vert, c'est la pierre du Pont du Gard, et au mois d'août, eh bien, ils ne travaillent pas parce que c'est la période de sécheresse et ils sont très consommateurs d'eau. Donc on a plusieurs pistes. On a aussi une culture un peu spécifique, c'est l'oignon doux de Vers qui demande beaucoup d'eau. Donc voilà, on a tout mis sur la table. On est en train de travailler avec elle pour essayer de trouver le maximum de partenariats. Ensuite, on a eu une idée aussi, c'est qu'on est un territoire où le risque incendie est présent. Et donc, on a un partenariat avec le SDIS, donc c'est-à-dire les pompiers. On a essayé de voir, ils sont venus sur le site, et on a essayé de voir s'il y avait des possibilités pour eux de venir avec leur nouveau hélicoptère à bombardier d'eau, venir récupérer l'eau en cas d'incendie, notamment sur notre site touristique du Pont du Gard, des Gorges du Gardon, Château-Saint-Privat. Il s'avère que les techniciens sont venus et ont trouvé que c'était une très bonne idée et que ça pouvait être retenu. Donc tout ça, ça fera partie des éléments qu'on va verser sur l'étude d'opportunité qui va durer certainement plus d'1 an. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. J'ai rien oublié dans voilà. Bon, alors oui, les panneaux photovoltaïques, je n'ai pas parlé dans l'ordre, voilà, mais je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire après en termes de témoignages. Peut-être le coût de l'étude, elle n'est pas neutre quand même, parce que donc on est aidé à la fois par le département et par l'agence de l'eau. L'agence de l'eau à hauteur de 70%, le département à hauteur de 10%. C'est quand même une étude qui va nous coûter plus de 70 000 € TTC. Donc même si on est subventionné à 80%, c'est quand même, il y a une partie communale. Derrière, on sait qu'on aura des travaux, donc ces travaux, si on arrive à démontrer qu'il y a un vrai intérêt pour le territoire, eh bien, il va falloir les financer. Mais je pense on va être obligé, nous, les collectivités, de se préoccuper de cette problématique de réutilisation des eaux, parce qu'on ne peut pas rester avec l'historique que j'ai moi, c'est-à-dire que on ouvre le robinet et jamais on n'aurait pensé qu'on serait obligé de compter l'eau dans notre territoire. Voilà, donc après, vous voyez toute la liste de nos partenaires. Donc je passe sur le site du Pont du Gard, le syndicat mixte des Gorges du Gardon, la LIB qui est un industriel de notre commune aussi qui est consommateur d'eau, le PTB du Gardon, je tenais à le mentionner parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. La cave coopérative, la Cleantech, j'en ai parlé, la SOR, puisque c'est notre partenaire, le SDIS, et on fait partie aussi des communes forestières, puisque notre commune est quand même représente 50% de notre territoire et c'est de la forêt. Donc ça veut dire que c'est pas neutre non plus. Il y a peut-être des idées à apporter là-dessus. Voilà, je crois que j'ai terminé. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Elsa, est-ce qu'on a des... Pour l'instant, rien dans le chat, mais il ne faut pas hésiter. Oui, parce que là, on est à la fin de notre webinaire. On a légèrement débordé, mais si vous avez des questions, c'est maintenant. Parce qu'après, sinon, on libérera tout le monde. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite un éclairage sur un point précis, que ce soit sur les solutions de KMDOC ou d'Aquatech, par exemple? Pas de questions dans le chat non plus, du coup? Non, ça n'a pas l'air de venir. D'accord. Sinon, on remercie vraiment nos 4 intervenants pour leur présentation d'aujourd'hui qui nous a permis de vous éclairer sur la réutilisation des eaux usées traitées, de voir les opportunités. C'est vrai que cette nouvelle réglementation permet de nouveaux usages et permet justement de préserver la ressource. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions qui vous viennent après ou si vous voulez qu'on vous mette en contact avec les différentes sociétés qui sont intervenues aujourd'hui. Et donc, pour l'heure, s'il n'y a toujours pas de questions, je vais clôturer le webinaire, vous remercier pour votre participation et vous dire à bientôt pour le prochain. Bon appétit et à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci. 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 Au revoir. Au revoir.
Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.